Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des Transports et de l'Environnement ouverte. La Commission est réunie afin de procéder à l'étude du volet transition énergétique des crédits budgétaires du portefeuille Environnement, lutte contre les changements climatiques, Fonds et Parcs pour l'exercice financier 2025-2026. Une enveloppe d'1 heure a été allouée pour l'étude de ces crédits. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente. M. Déragi-Néligan est remplacé par M. Kelly-Jacques-Cartier. M. Grandmont-Tachereau est remplacé par M. Leduc-Hochelaga-Maisonneuve et M. Saint-Pierre-Plamondon-Camille Lorrain est remplacé par M. Paradis-Jean Vallon. Merci beaucoup. Alors, nous allons procéder à une discussion d'ordre général par bloc d'environ 15 minutes. Alors, incluant les questions et réponses, et Monsieur le député de Jacques-Cartier, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, chers collègues. Bonjour, Monsieur le ministre, et bonjour à votre équipe. Aujourd'hui, pendant la période des questions, Monsieur le ministre, le député et leader de la deuxième opposition officielle a posé une question sur les oléoducs et les pipelines. C'est sûr que je pense que c'est important, transition énergétique, et quand même votre rôle comme ministre responsable pour la lutte contre les changements climatiques et l'environnement, qu'on aborde cette discussion un peu philosophique, mais quand même important, sur des projets potentiels d'une autre pipeline ou oléoduc, gazoduc, là, on peut en discuter ça. Le premier ministre a parlé de l'acceptabilité sociale. Alors, monsieur le ministre, je vais commencer quand même avec une question un peu simple, mais je pense quand même fondamentale, parce que, comme je dis, c'était discuté pas mal par tous les différents leaders des chefs des partis fédéraux. Alors, pour Québec, selon vous, c'est quoi l'acceptabilité sociale? Est-ce que présentement, il y a eu des différentes entreprises qui ont peut-être commencé à présenter des idées de projets? Alors, je vous laisse, Monsieur le ministre, nous guider dans cette discussion importante. Merci pour la question. Salutations aux collègues. Bienvenue dans la commission. C'est peut-être important de préciser qu'il n'y a aucun projet à l'étude. Donc, on est réellement là, dans des scénarios hypothétiques à ce moment-là. On voit que la donne ou la réceptivité semble changer au fil du temps sur cette question-là et la situation géopolitique nord-américaine ne semble pas étrangère à ça. Il semble y avoir un souci de devenir de plus en plus indépendant par rapport aux Américains sur l'approvisionnement et la sécurisation du réseau énergétique canadien. Mais encore là, il n'y a pas de projet sur la table. Ce que le premier ministre a dit ce matin, ce que je pourrais répéter dans les mêmes mots, à partir du moment où il y a un projet, certains nous demandent de le refuser avant même qu'il soit étudié. Ce n'est pas l'approche que nous avons. C'est dire, s'il y a un projet, analysons-le. Et parmi l'évaluation qui sera faite, ce sera de déterminer s'il y a une ouverture au niveau de la population pour accueillir ces projets-là. À mon sens, c'est une mauvaise chose de refuser un projet avant même de l'avoir analysé. Donc, c'est dans cette perspective-là que l'on se positionne, mais clairement, la donne au niveau de la géopolitique nord-américaine, sinon canadienne, semble avoir changé au cours des derniers mois. Il semble y avoir une ouverture nouvelle. Elle est théorique. Elle est théorique, cette ouverture-là, étant donné qu'il n'y a pas de projet sur la table. Mais s'il y a un projet, on sera en mesure d'évaluer la réception qui est faite là, pour ce projet ou ces projets-là. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et quand même, pour des projets peut-être potentiels un jour, est-ce qu'il y a certaines conditions qui sont incontournables pour le Québec? On peut imaginer comme à NBAP, quelque chose comme ça, mais est-ce qu'il y a des autres choses que le gouvernement peut peut-être dans l'avenir analyser, cadre réglementaire, des trucs comme ça, que pour le gouvernement sont, comme je dis, des incontournables? Si une entreprise un jour arrive avec un projet, bien, voici certaines conditions qui sont hyper importantes pour le Québec. La procédure d'évaluation, elle est assez claire à ce niveau-là. On en a discuté à travers des questions précédemment. Il y a des déclencheurs qui font en sorte qu'il y a ou non, par exemple, un BAP. Et pour des projets de cette nature-là, il y a assurément un BAP, ou il y aurait assurément un BAP. C'est ce que nous dit la réglementation et la législation actuelle. Et le BAP est une excellente façon
d'informer la population sur les tenants et aboutissements d'un projet, mais c'est également une excellente façon de mesurer un petit peu là où se situe la population par rapport au projet qui est à l'étude. Mais c'est clair que pour des projets d'envergure de cette nature-là, encore là, c'est théorique, on n'a pas de projet sur la table, mais il y aurait une procédure d'évaluation environnementale à respecter. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a aucun projet et quand même, dans le passé, avec Énergie Est, ce concept que c'était rejeté par le Québec est inexact. On a mis des conditions sur la table pour l'entreprise à l'époque, puis c'est l'entreprise elle-même qui a trouvé que le business case, comme on dit en anglais, n'était pas bon. Alors, je pense que l'approche qui est plus pragmatique est la bonne pour le Québec, et on peut quand même penser qu'un jour, certaines pipelines vont être utilisées pour transporter de l'hydrogène, peut-être envers l'ouest du Canada. Le contexte énergétique peut quand même changer. Alors, merci pour certaines précisions et clarifications. Et peut-être une petite précision qui est digne de mention, et ce sera un plaisir là, de travailler avec l'opposition sur ces questions-là si elles devaient se présenter, mais peut-être mentionner, et c'est méconnu de plusieurs, ce qui fait qu'on a une vision un petit peu idyllique de ce qu'est ou ce que sont les oléoducs, mais le Québec est traversé littéralement par des réseaux de transport, donc ça serait une utopie de dire on n'en veut pas. Nous sommes déjà littéralement traversés par plusieurs de ces réseaux de transport-là. Naturellement, si de nouveau devait se développer, ce sera avec la rigueur de la réglementation environnementale et avec les différentes étapes là, qui seront nécessaires avant d'autoriser un projet. Mais c'est utopique de dire on n'en veut pas alors qu'il y en a déjà plusieurs sur le territoire et que c'est un secteur là, qui est quand même bien encadré. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je reviens un petit peu sur notre marché du carbone puis le lien avec le prix du gaz à la pompe pour les citoyennes. Moi, je crois dans notre marché du carbone, on a lancé ça bien avant qu'il y ait quand même eu une discussion au niveau fédéral de mettre un prix sur le carbone partout dans le pays. Colombie-Britannique était là avec nous. Eux autres ont préféré de faire une taxe à l'époque. Nous avons décidé de faire un marché du carbone. Mais quand même, Monsieur le ministre, je pense encore parce que c'est dans l'actualité, des gens posent la question. Ils traversent la frontière avec l'Ontario et disent « Oh, boy, là! C'est impressionnant, les différences entre les prix. Et quand même, je sais que le prix au Québec varie d'une région à l'autre. Mais peut-être un message pour ceux qui nous écoutent présentement sur l'importance du marché du carbone, mais aussi la réalité qu'il y a un prix sur le gaz, mais ce n'est pas juste à cause du marché du carbone. Alors, c'est d'avoir vos pensées là-dessus, parce que je pense que c'est hyper important. Je sais que dans le projet de loi qu'on étude 69, on va parler d'un prix de plancher, mais plus, cette lien-là entre notre marché de carbone puis le prix du gaz, je pense que c'est important d'en discuter maintenant, Monsieur le ministre. Merci. Merci d'offrir l'opportunité, parce qu'il y a eu, sans dresser de reproches, au niveau de l'actualité, à travers les médias, souvent des chroniqueurs, il y a eu quelques raccourcis ces dernières semaines. Le prix réel du marché du carbone sur le litre, il est estimé à 8,7 sous. On a entendu parler au cours des dernières semaines, 20-25 sous. Il y a un écart de prix qu'on ne nie pas, et je ne dis pas qu'on aime qu'il y ait ce type d'écart-là, parce qu'effectivement, ça peut affecter la compétitivité, ça pèse plus lourd sur le portefeuille des consommateurs. Mais si on parle purement et simplement du marché du carbone, on n'est pas à 20 sous, on n'est pas à 25 sous, on est plus de l'ordre de 8,7 sous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, au Québec, le prix de l'essence est plus dispendieux parce qu'il y a d'autres taxes qui, au fil des ans, et qui sont complètement étrangères au marché du carbone, notamment pour entretenir notre réseau routier. Il y a des taxes qui se sont ajoutées ou des frais qui se sont ajoutés. Donc oui, c'est pas le fun de voir cet écart-là à la pompe, mais il faut réellement reconnaître l'impact réel du marché du carbone. Et il est beaucoup moins important que le poids de d'autres tarifs là, qui sont inclus à la pompe. Mais ceci dit, je comprends la frustration et c'est là où il faut redoubler d'efforts au niveau de la communication et dire qu'est-ce que le marché du carbone, qu'est-ce que l'on fait et quels sont les outils qu'il procure, ce marché du carbone. Et ce sont plusieurs programmes
et on est à une époque là, où la reddition de comptes, la transparence n'est plus du tout comparable à ce qui se faisait il y a quelques années parce que nos pratiques se sont améliorées. Et il y a des initiatives concrètes qui bénéficient aux citoyens, aux entreprises directement grâce à ces programmes mis en place par le marché du carbone. Excellent, Monsieur le ministre, et ça, c'est une bonne transition vers la prochaine question qui est notre fonds vert. Moi, j'ai certaines inquiétudes que peut-être pas toute la population voit les bénéfices de notre fonds vert. C'est certain que quand on voit les dépenses, une bonne partie est dédiée puis accordée pour le rouler vert, pour les subventions des autos électriques. Ça fait du sens. Mais est-ce que vous êtes en train peut-être aussi de réfléchir, est-ce qu'il y a une façon peut-être d'ajuster comment on dépense le fonds vert, de s'assurer que toute la population voit les bénéfices de ce fonds qui existe, que nous avons un marché du carbone qui est vraiment là pour aider, oui, dans la transition énergétique, mais aussi pour la lutte contre les changements climatiques. Je ne sais pas encore si vous avez des pensées là-dessus, des façons à peut-être expliquer à la population l'importance du marché du carbone avec notre fonds vert et certains changements qui pourraient être apportés à le fonds vert pour s'assurer que la population voit que ça marche bien. Et juste à titre pédagogique, c'est sans doute important de retenir le bon nom. Le fonds vert n'existe plus depuis quelques années maintenant. Donc, on parle du Fonds d'électrification et des changements climatiques, mais je le dis uniquement à des fins pédagogiques. Mais sinon, oui, il faut garder ce niveau de confiance. Il y a des changements très concrets qui ont été apportés au cours des dernières années, dont une mise à jour annuelle de notre plan de mise en œuvre. D'ailleurs, on est à quelques semaines de notre prochaine mise à jour. On sera à notre 5e version pour s'assurer qu'on ne perdure pas dans le temps avec des programmes qui ne sont pas efficaces. Donc, à chaque année, on revoit en quelque sorte les mesures qui sont admissibles à du financement. Ça, c'est généralement là, en juin, sinon début juillet. Mais il y a un autre exercice de reddition de comptes qui est important, qui se fait à chaque mois de décembre aussi depuis quelques années, où on présente à travers un tableau de bord qui est disponible en ligne, une information qui est d'ailleurs disponible à l'année, et c'est le bilan des initiatives qui sont financées justement par le PMO. C'est un tableau de bord qui est sans complaisance. On voit clairement qu'il y a des programmes qui performent très bien. Dans certains cas, à la hauteur des attentes. Dans certains cas, au-delà des attentes. Mais on n'est pas complaisant, ce qui fait que lorsqu'une initiative ne produit pas les résultats escomptés, on le voit clairement aussi à travers le tableau de bord. Et cette démarche de gouvernance a été saluée à travers une étude indépendante qui est venue, après avoir évalué plusieurs démarches gouvernementales à travers le monde, confirmer que le Québec, sans dire qu'on est parfait, on a sans doute une des meilleures gouvernances en matière de lutte au changement climatique au monde. Et notre but est de continuer à s'améliorer. Je passe maintenant la parole au député. Merci, Madame la Présidente. Et c'est ça, Monsieur le ministre, je pense qu'on va continuer cette discussion-là parce que je sais que la VG a eu certaines craintes avec la gestion de le fonds, mais plus aussi de s'assurer qu'il y a un suivi. Vous venez juste de mentionner que c'est en train d'être fait, mais aussi de cette question de l'atteinte de certains objectifs dans le plan pour une économie verte. Alors, quel type de correction est-ce que vous êtes en train de le faire pour s'assurer que vous répondez à certains enjeux que le VG a soulevés? Non, tout à fait. Et ça, c'est aussi fondamental. Et lorsqu'on a introduit le plan pour une économie verte, lorsqu'on a introduit notre premier plan de mise en œuvre et s'est mis à jour par la suite, lorsqu'on a adopté, si je me souviens bien, à l'époque, c'était le projet de loi 44, si ma mémoire est exacte, ce sont tous des outils supplémentaires qu'on s'est donnés pour justement s'assurer d'une meilleure gouvernance, s'assurer qu'on ne perdure pas dans le temps avec des initiatives qui ne produisent pas les résultats escomptés. Et donc, à chaque année, en fait, un programme qui ne fonctionne pas par le passé, c'est pas un jugement. On apprenait comme gouvernement, et quand je dis on apprenait avec les gouvernements précédents, comment développer notre action en matière de lutte au changement climatique. Souvent, on gardait pendant des années un programme qui ne produisait pas les résultats escomptés. Et c'est la raison pour laquelle maintenant c'est réellement... Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député, vous disposez de 30 secondes.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Dans 30 secondes, je n'ai pas vraiment une autre question à poser, mais on va revenir un petit peu sur la question de certains enjeux que la VG a soulevés sur la transparence et tout ça. Mais merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci, Monsieur le ministre.